Bonsoir et merci d'être présent derrière vos écrans ce soir avec nous. Il y a un an à peu près qu'on a basculé dans ce monde un petit peu différent. Et il y a un an, à Bruxelles, on était en train de réfléchir à la thématique qu'on voulait constituer en fil rouge de ce qui devait être le Festival des Libertés et qui s'est transformé dans ce cycle de rencontres, de débats en ligne dans ce studio avec l'équipe de Zine TV. Alors, ce qu'on avait choisi de traiter et ce qui nous semblait être vécu de manière assez intense à ce moment-là, mais qui est finalement un dilemme ancien de la philosophie politique, c'est la question de l'articulation entre les libertés et les sécurités humaines. Dans ce cycle de conférences, donc, on a pu aborder des questions d'intérêt général, des questions d'urgence, de contrôle social, de sécurité sociale, de gestion des risques aussi, et puis de toutes les multiples contradictions que ça pose, mais aussi des forces que ça comporte dans son articulation. On a proposé des rencontres sur la liberté d'expression, sur la sécurité des femmes, sur la police, l'armée, la biopolitique, les frontières. Et puis, on clôturera ce cycle la semaine prochaine avec un débat sur la privation de liberté à travers l'angle et le point de vue des proches des détenus. Et dans ce cycle, il nous semblait indispensable de revenir justement au sein d'un cycle qui existe depuis quelques années dans une collaboration entre Bruxelles Lake et la Ligue des droits humains, qui a été initiée en 2014 avec la première rencontre par visio, mais la première fois où Snowden s'est exprimé envers le public européen et où on a traité de cette question de la protection des lanceurs d'alerte et aussi des journalistes et de manière générale de toutes les personnes qui révèlent des informations qui sont cachées mais qui relèvent pourtant de l'intérêt général. Et on va poursuivre ces cycles aujourd'hui puisque régulièrement on revient sur des cas paradigmatiques et on s'interroge sur l'avancement de cette protection qui doit être juridique mais aussi politique et sociale. On est très content donc de pouvoir continuer ça aujourd'hui avec Pierre-Arnaud Perouty, à qui je vais laisser la parole tout de suite, qui est directeur de la Ligue des droits humains. Et puis n'hésitez pas aussi à communiquer vos questions, vos commentaires dans le chat Facebook. Elles seront relayées et on essaiera au maximum de les transmettre aux intervenants. Raison pour laquelle vous verrez peut-être Pierre-Arnaud vérifier son téléphone de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est bien votre parole qu'il est en train d'essayer de transmettre et pas un autre intérêt privé du coup. Je lui laisse donc tout de suite la parole et je vous souhaite un bon débat. Merci Alice, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette discussion pendant 1 heure à peu près sur la question de la liberté d'informer, la question des lanceurs d'alerte. Comme Alice vient de vous le dire, on avait eu la chance de pouvoir recevoir Julian Assange dans le cadre du Festival des Libertés. Il était encore détenu à cette époque-là, enfin confiné dans l'ambassade d'Équateur à Londres, puisqu'il ne s'agissait pas à strictement parler d'une détention, même si en fait il ne pouvait pas en sortir. Et au-delà du cas de Julian Assange sur lequel on va se réattarder ce soir, on va poser la question de la nécessaire protection des journalistes et au-delà des journalistes, des lanceurs d'alerte qui publient des informations qui dérangent et qui à ce titre ont besoin d'être protégés. Alors pour en parler ce soir avec nous, on reçoit Pascal Viel. Merci d'en parler avec nous ce soir. Merci. Pascal, vous êtes professeur de droit à l'UC Louvain, en particulier du droit qui touche à la sécurité sociale. Mais aussi, je sais que vous vous intéressez aux questions de genre, de féminisme. Et vous nous direz peut-être pourquoi vous êtes intéressé au cas de Julian Assange en particulier. Et vous êtes également membre, c'est important, du collectif Belgian for Assange, qui donc soutient activement le cas de Julian. Avec nous ce soir aussi Ricardo. Bonsoir Ricardo. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste depuis longtemps. Vous avez été journaliste plus de 20 ans au soir, si je ne m'abuse. Et vous êtes aujourd'hui secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Et donc à ce titre, vous êtes super bien placé pour avoir une vue générale de la situation des journalistes, non seulement en Europe, mais aussi en Belgique. Et vous nous direz un peu ce qu'il faut en penser. Et aussi, vous avez suivi la question de la directive au niveau européen qui protège les lanceurs d'alerte. Alors on va peut-être commencer avec vous, Pascal, sur la question de la personnalité justement et du parcours un peu atypique, en particulier de Julian Assange, qui est à la fois hacker, journaliste, activiste, lanceur d'alerte, peut-être un peu tout ça à la fois, ou en tout cas à la croisée des chemins de toutes ces activités. Qui c'est fondamentalement Julian Assange ? Alors, il a commencé comme hacker, en fait, tout jeune. Mais aujourd'hui, je crois qu'avant tout, on peut dire, et on doit dire, c'est un journaliste.
alors on peut dire que cette distinction n'a pas une grande importance, elle en a au moins une, qui est le fait qu'il est poursuivi aujourd'hui par les États-Unis, qui cherchent à démontrer qu'il n'est pas journaliste et à le priver de la protection dont il bénéficierait s'il en était un. Mais cette qualité de journaliste est reconnue par la profession, par les corporations, est reconnue par des décisions judiciaires et puis par de nombreux prix qu'il a reçus par ailleurs. C'est un journaliste d'un genre tout à fait nouveau parce qu'il a vraiment eu une vision du journalisme au service de la démocratie dans un monde globalisé et dans lequel on peut mobiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et ce qui l'a conduit à créer une agence de presse d'un genre nouveau, elle aussi, Wikileaks, et qui a cette caractéristique que le principe est assez simple. Il s'est dit, en fait, on a des organisations privées ou publiques, des gouvernements ou des sociétés qui vont générer par leur dysfonctionnement des lanceurs d'alerte et des fuites. Leaks signifie fuite, et des fuites. Et ces lanceurs d'alerte vont avoir besoin d'un lieu où déposer, en fait, ces secrets. L'idée, c'est des informations secrètes ou classifiées, parfois. Et ils doivent pouvoir le faire en ayant la garantie d'un anonymat absolu. Et c'est ce que leur offre Wikileaks. En théorie, j'ai bien en théorie, Julian Assange lui-même ne sait pas qui a déposé les informations dans le système. Et après, cette agence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vérifier l'intérêt public ou non de ces informations, les éditer, comme le ferait un organe de presse, et les publier, organiser leur publication. Dans le cas de Wikileaks, ça s'est fait progressivement et avec une série de grands médias internationaux pour qu'elle touche le bon public. Et l'idée qu'il a, c'est que le corrélaire de ce qu'on a appelé la première agence de renseignement du peuple au monde, le corrélaire, c'est de pouvoir lutter contre la surveillance généralisée. C'est une facette du personnage qu'on connaît moins et il a beaucoup travaillé avec Edward Snowden, justement, pour dénoncer cette surveillance industrielle, pratiquement, qui va, sous couvert de toute une série de motifs, lutte contre le terrorisme, pandémie, on est en plein dedans, permettre de surveiller tout le monde, qui va s'appuyer sur le fait que la plupart d'entre nous pensons que ça n'a pas tellement d'importance, que dans le fond, on n'a pas grand-chose à cacher. Et ce ressort fait qu'on accepte de plus en plus cette surveillance au nom d'une protection contre ces grands dangers, et que cette surveillance va en réalité principalement s'adresser aux activistes, enfin se porter sur les activistes, les journalistes et les pays du Sud, global en fait, et leur gouvernement. Mais donc, ce qui veut dire que nous, comme citoyens, nous sommes à la fois objets de cette surveillance et complices de cette surveillance généralisée. C'est ça. Mais donc, ce qu'il dénonçait, c'était l'asymétrie quelque part de l'information entre ce que les Absolument. gouvernements arrivent Donc, il faut à la fois exiger nous, la transparence des États et des grandes sociétés privées et lutter en permanence pour la protection de l'anonymat et de la vie privée des citoyens. C'est ça. Et donc, il crée Wikileaks en 2006, si je ne me trompe pas, dans ces années-là. Ouais, c'est un peu plus tard, mais ouais, 2008. Entre 2005 et 2010, en tout cas. Et alors, qu'est-ce qu'il publie? Comment est-ce que alors, il va d'abord publier, je crois que la première affaire, c'est une affaire kenyane, mais la première qui va le rendre assez connu, c'est la fameuse affaire Julius Baer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est une banque suisse qui organisait toute une fraude à grande échelle fiscale avec les îles Caïmans. Et il y a là un lanceur d'alerte qui est mécontent du sort qui lui est réservé, le directeur d'une agence qui va en fait utiliser Wikileaks pour livrer toute cette information. Et voilà, ça c'est la première fois où vraiment on va entendre parler de lui. Puis très rapidement après, tout va aux alentours de 2010, il va vraiment y avoir un nombre considérable de fuites de très grande importance. Très vite après, il va y avoir la fuite des Guantanamo, qui va révéler les traitements cruels. C'est un manuel de torture à Guantanamo, qui va être révélé par Wikileaks et qui va mettre très mal les services secrets américains. Et puis il y aura d'autres affaires, le fameux, comment s'appelle, la fameuse vidéo Collateral Murder. Collateral Murder. Et puis peut-être juste expliquer en 2 mots pour ceux qui ne voient plus qu'on voit là, en fait, qu'on voit à l'écran et qui en fait révèle que les États-Unis
lors d'une de ces guerres aux frappes chirurgicales où jamais aucun civil n'était tué. Dans ce cas-ci, on voit un hélicoptère américain, on est même dans l'hélicoptère. On est à Bagdad, hein, c'est ça? Oui, et c'est Chelsea Manning, en fait, qui va dévoiler ça. Qui à l'époque s'appelait Bradley Manning, elle a changé de sexe après. Et on voit dans un hélicoptère américain, en fait, des soldats américains jouer comme un jeu vidéo et tirer sur des civils, parmi lesquels il y a des journalistes de l'agence Reuters, si je ne m'abuse. Et donc on dévoile ce scandale énorme. Et puis il y aura encore d'autres scandales. Il y aura le Cablegate qui va révéler tous les câbles diplomatiques américains depuis les années 70, où là vraiment c'est... Et donc tout ça va... une quatrième chose qu'il faut savoir sur Julian Assange, il est profondément pacifiste et apartisan. Donc peu lui importe que ce soit des partis de gauche ou de droite qui soient au pouvoir, à partir du moment où ils entrent en guerre, où ce sont des va-t-en-guerre, il dévoile, il attaque. Mais donc cette vidéo et la diffusion évidemment des câbles diplomatiques américains qui dévoilent un peu les coulisses en fait de la diplomatie américaine de par le monde a évidemment le don d'irriter profondément le gouvernement américain, y compris les démocrates, parce que Wikileaks va dévoiler que certains gouvernements démocrates ont justement été au service de la guerre et qu'ils ont utilisé, les services secrets américains ont utilisé par exemple, c'est un exemple très concret, l'image d'Obama pour convaincre les opinions publiques occidentales, surtout progressistes, qui étaient très anti-guerre, et qu'Obama donnait à certains conflits l'image de conflits humanitaires, voire féministes. Il s'agissait de... Enfin, bon, peu importe. Mais donc un conflit de guerre acceptable et complètement légitime. Donc évidemment, ça va déplaire au gouvernement américain de gauche comme de droite, et ça va surtout mettre, et c'est ce qui, à mon avis, pousse aujourd'hui dans le dos Joe Biden, va mettre les services secrets américains très très en colère. Et à partir de 2010, les services secrets américains, et ça aussi va faire l'objet de divulgation par Wikileaks, vont mettre en place une véritable stratégie de lutte contre Wikileaks et contre Julian Assange. Ça va commencer par une Wikileaks Task Force en 2010, qui existe toujours, je crois, et qui mobilise une centaine de personnes qui travaillent sur ces dossiers et qui va déterminer une stratégie qui a plusieurs aspects. Un premier aspect, c'est un aspect d'attaquer Wikileaks elle-même, par exemple en l'inondant de fausses informations pour qu'il divulgue de fausses informations et qu'on puisse les décrédibiliser, ou en l'inondant tout court d'informations pour saturer le site en coupant les moyens de paiement, etc. Il y a une stratégie qui vise l'image morale de l'agence et de ses membres, et donc on va attaquer plusieurs membres sur des affaires de mœurs, enfin on va créer même des affaires de mœurs, et il va y avoir une stratégie judiciaire qui consiste à mettre ces personnes dans des procédures inextricables et interminables. Donc ça c'est annoncé dans des documents de la CIA ou de la NSA dès 2010. Alors ça, on va y revenir par la suite, mais donc sur les affaires de mœurs, à un moment, Julian Assange est conduit à aller en Suède parce qu'il espère une protection, j'imagine. Voilà, en fait, il est invité... bénéficier de la loi suédoise, mais là, il se passe quelque chose, et en tout cas, une affaire de mœurs lui Oui, collée c'est ce qu'on appelle un honey trap. Je ne vais pas revenir longuement sur les faits qui ne sont pas très intéressants, mais il va avoir deux aventures avec deux jeunes femmes qui vont ensuite aller se plaindre dans un commissariat, l'une qu'elle dormait et qu'il n'avait pas de préservatif, l'autre que le préservatif avait craqué, et que donc elle demande un test, et ce test est requalifié, cette demande est requalifiée en potentielle agression sexuelle, et une enquête est diligentée contre Julian Assange, enquête qui va rester au stade de l'enquête préliminaire, il n'y aura jamais de poursuite réelle, mais qui vont faire qu'à partir de ce moment-là, lui, en tant qu'un grand jury a été constitué aux États-Unis sous l'Espionnage Act et qu'on l'accuse d'espionnage, et que la Suède risque de l'extrader vers les États-Unis. Donc il prend peur, et à partir de ce moment-là, il va se réfugier dans l'ambassade d'Équateur. C'est le début de cette saga. Qui passe d'abord en Angleterre. Et voilà, puis, il va d'abord être sous résidence surveillée, mais ça c'est juste avant, puis dans l'ambassade d'Équateur.
Oui, il va quand même passer 7 ans. Hein. Oui, C'est énorme. au total, il a passé maintenant plus de 10 années en détention, mais je crois qu'il faut quand même utiliser le mot de détention parce qu'il y a un groupe de travail des Nations Unies qui a réellement qualifié tout cela de détention arbitraire. Et Stefania Moridi, qui est une journaliste italienne de la Repubblica, a vraiment montré à quel point cette affaire suédoise ressort chaque fois qu'il risque de retrouver la liberté. Et ça a été le cas encore il y a quelques jours. Mais Voilà. l'affaire suédoise, elle est classée en principe. Elle est classée, mais alors tout à coup, c'est une des jeunes femmes qui a sorti un livre, qui est sorti précisément au moment où la magistrate anglaise a estimé qu'il ne pouvait pas être extradé. 2 jours après, le livre est sorti. C'est récurrent dans l'histoire de Julian Assange. Et ça a très fortement sali sa personne, et ce sont des accusations, on le sait, depuis le MeToo. Voilà, c'est un des dommages collatéraux de ce mouvement qui est tout à fait salutaire en lui-même, mais qui est qu'une fois qu'on a été sali, et dans ce cas-ci injustement, puisque la Suède a tout à fait reconnu aujourd'hui que le dossier était vide, et ça a été dénoncé par Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations Unies à la torture, eh bien, c'est très difficile après pour lui de se défaire de cette image. Bon, soulignons quand même qu'il n'y a jamais eu d'autres accusations que ces 2 accusations-là, ce qui est souvent le cas pour des serial violeurs. Il y a d'autres voies qui se libèrent ensuite. Ça n'a jamais été le cas non plus. Donc, on pourra revenir sur cet aspect-là qui n'est pas le plus fondamental effectivement dans l'histoire, mais donc il passe 7 ans dans l'ambassade d'Équateur et puis il est arrêté par la police anglaise. Alors comment est-ce que la police anglaise peut entrer dans l'ambassade d'Équateur qui en principe est protégée par le droit international ? Alors c'est un concours de circonstances. En fait, d'abord, il y a un changement de présidence en Équateur et le précédent président équatorien était très favorable à Julian Assange, lui avait accordé d'abord l'asile et ensuite la naturalisation, donc il était tout à fait légitime dans cette ambassade. Et quand le nouveau président est arrivé, celui-là, il était beaucoup plus inféodé aux États-Unis. Et il y a eu un accord manifeste entre les États-Unis et lui. Il a reçu une somme d'argent considérable du FMI qui a été libéré le jour de la libération de Julian Assange. Et toujours est-il qu'il y a d'abord eu une campagne de discrédit. Il a retiré la nationalité, ce qui est incroyable, et puis il a retiré l'asile. Il a fait une campagne de discrédit. Il l'a empêché, enfin, il l'a privé des règles, des mesures les plus élémentaires d'hygiène. Et ensuite, il l'a accusé d'être sale, d'être paranoïaque, et finalement, il a ouvert la porte. Scène absolument horrible où on voit les policiers anglais entrer et prendre de force. À l'horizontale, hein, on le voit vraiment. Julian Assange et l'emmener en prison. Et on voit aussi là sa physionomie qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Et on réalise qu'en quelques mois, il s'est complètement dégradé physiquement et mentalement. Donc c'est une image absolument terrible. Et alors il est incarcéré très vite à Belmarsh, où d'abord, dans un premier temps, on l'incarcère. C'est une prison peut-être juste dire que c'est une prison de haute sécurité Londres, épouvantable, où il est dans cette prison de haute sécurité, il est à l'isolement le plus complet, donc c'est vraiment le régime le plus dur de toute l'Angleterre, où il n'est pas soigné pour ses problèmes de santé mentale et physique, et où on va le garder en prison pendant 50 semaines pour ne pas s'être présenté à l'audience d'extradition vers la Suède, alors qu'entre-temps, la Suède a elle-même abandonné les charges. Donc c'est complètement surréaliste. Prétexte. Et ensuite de cela, il sera extradé sur base, maintenu en prison sur base d'autres chefs d'accusation. Il y est toujours, malgré que là, c'est quand même important de le dire, qu'en première instance, la juge ait considéré, on reviendra là-dessus, et sur les motifs, qu'il ne pouvait pas être extradé pour des motifs de santé. Il est resté en prison. Là, on était au mois de janvier 2020, donc voilà, c'est récent, exactement. Et là, il est en attente de son procès d'appel. Voilà, la procédure d'appel est en cours. Merci. On reviendra effectivement sur les différents éléments. Alors, Ricardo, je me tourne vers vous avec une question assez... cash. Est-ce que de votre point de vue, Julian Assange est un journaliste? Est-ce qu'il peut prétendre à la protection accordée aux journalistes? Et finalement, est-ce que c'est tellement important de savoir si cette étiquette, cette qualification de journaliste peut lui être accordée ou pas? Alors c'est très clair, Julian Assange est membre du syndicat australien des journalistes. Donc la corporation, comme l'a dit Pascal, le reconnaît pleinement comme journaliste.
Vous savez, parmi les multiples projets de la Fédération européenne des journalistes, on a un projet qui consiste à monitorer, à suivre les cas des journalistes en prison sur le continent européen. Et Julian Assange fait partie de la liste des 90 journalistes qui sont aujourd'hui sur le continent européen en prison. Il y en a 65 en Turquie, 10 en Russie, 10 en Biélorussie, 4 en Azerbaïdjan et 1 au Royaume-Uni. Et c'est le cas de Julian Assange. Donc, aussi bien par le syndicat, je dirais, d'origine, de son pays d'origine, que par la Fédération internationale et par la Fédération européenne des journalistes, on le considère pleinement comme journaliste. Mais comme Pascal le disait, peu importe finalement. En fait, du point de vue européen, en tout cas, quand on observe que ce soit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de liberté d'expression ou les standards, notamment les recommandations adoptées par l'Assemblée parlementaire ou le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, tous ces textes qui portent sur la liberté de la presse protège en fait l'exercice du journalisme, protège le journalisme, qu'il soit exercé par un professionnel ou pas, en fait. De nos jours, parce qu'elle l'a dit, des tas de gens peuvent faire office de journaliste sans être nécessairement un journaliste professionnel. Et donc, du point de vue des standards juridiques européens, il a le bénéfice de cette protection, qu'il soit ou pas considéré comme journaliste professionnel. Mais alors qu'est-ce qu'il faut pour faire du journalisme même si on n'est pas journaliste professionnel? Est-ce qu'il suffit de poster quelque chose sur un blog pour être journaliste? Alors il n'y a pas de définition, il n'y a pas de définition précise. Tous ces textes protègent, souvent d'ailleurs les textes qui citent les journalistes, je parle des textes, des recommandations par exemple du Conseil de l'Europe, elles portent sur la protection du journalisme, la sécurité des journalistes et des autres acteurs des médias. Donc, il y a souvent cette mention des autres acteurs des médias qui montre bien donc, que dans tous ces standards de protection, on vise à englober toute une série de personnes qui contribuent finalement au débat public sans nécessairement être journalistes professionnels, employés par un média traditionnel, je dirais. Et donc voilà, la question finalement importe peu. Mais par ailleurs, il est reconnu par la profession comme étant journaliste. Donc c'est vraiment, ce débat est presque surréaliste à nos yeux, aux yeux des professionnels. Débat qui est amené par le gouvernement américain. Tout à fait. Mais tous les arguments sont bons. On a bien expliqué comment cette affaire, ou pseudo-affaire suédoise, ressortait régulièrement dès qu'elle pouvait servir évidemment d'argument pour empêcher... ou plutôt autoriser l'extradition. Donc ce que vous dites, c'est que cette déqualification de journaliste, ça fait partie du brouillard entretenu comme ces affaires de mœurs en Suède. Voilà, je pense que le message l'argumentation autour de l'idée qu'il ne serait pas un vrai journaliste, et qui aurait quelque part des vrais et des faux journalistes, fait partie de toute cette rhétorique qui vise en fait à le décrédibiliser et à faire en sorte qu'effectivement on ne lui accorde pas la protection qu'il mérite tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite... C'est une question que je me pose. Il est tout de même... Le fait qu'il soit journaliste permet qu'on protège ses sources. Oui, il bénéficie alors de la protection des sources journalistiques. Ça fait une grande différence. Donc ça fait une différence. Mais je dirais que pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Il fait œuvre de journaliste, de toute façon. Mais pour les États-Unis, s'il n'est pas journaliste, alors il est espion. Et c'est tout dans leur système juridique, compte tenu du fait qu'il a dévoilé des documents classifiés, soit il est journaliste et ça protège ses sources, soit il ne l'est pas, il est hacker et complice de Chelsea Manning. C'est à ce titre-là qu'on le considère comme espion plutôt que comme... Et ça lui vaudrait 175 ans de prison sous l'espionnage Act. Et ça, c'est la raison pour laquelle il faut sans cesse rappeler, il est tout de même journaliste. Oui, mais effectivement, les États-Unis ont modifié leur base de poursuite. Au départ, c'était pour piratage, complicité de piratage informatique, et puis on est passé à espionnage sous l'Espionnage Act, qui effectivement est passible d'un nombre incalculable de peines de prison. Il y a que les Américains ont à peu près, pour avoir 175 ans de peine de prison, on se demande bien quel sens ça peut avoir. Mais donc, pour vous, quel est l'enjeu aujourd'hui fondamentalement au cas de Julian Assange, au-delà du cas de Assange justement? Quel est l'enjeu pour les journalistes aujourd'hui? Si on ramène l'affaire à son essence, c'est un homme ici qui a révélé des crimes de guerre américains qui étaient dissimulés, qui étaient cachés, et il l'a fait en amenant des faits, des preuves tout à fait matérielles
et on veut le punir pour cela. Et donc, tout journaliste qui révélerait le même genre d'écart, finalement, pourrait être passible du même genre, en tout cas, de poursuite. Et donc, c'est pour ça qu'on se sent très solidaire de son cas et qu'on trouve surréaliste cette discussion autour de sa qualification comme journaliste ou pas. On a le sentiment, nous, comme journalistes, que si lui est poursuivi pour cela, eh bien demain, tout journaliste on pourrait contester le fait que le travail que vous faites n'est pas vraiment journalistique, en fait, quel est l'intérêt public de révéler certaines informations, etc. Et donc c'est le danger, c'est que si ce qui arrive à Julian Assange soit opposé demain à n'importe quel journaliste d'investigation, par exemple. Et on voit en Europe qu'il y a une tendance avec notamment les procédures judiciaires SLAPP, abusives, donc l'utilisation de poursuites judiciaires totalement abusives, vexatoires et tout ce qu'on veut, pour empêcher les journalistes de faire leur travail. Par des acteurs privés aussi, là c'est pas que des acteurs étatiques. On l'a vu en Belgique avec l'affaire Netis, des journalistes d'investigation qui se sont vus confrontés à 7 ou 8 procédures déontologiques, au civil, au pénal, et on sait que les gens qui intentent ces procédures, en fait, ne veulent pas gagner. Ils savent qu'ils vont perdre en justice. Le but n'est pas de gagner en justice. Le but est d'empêcher le journaliste de faire son travail, quoi. Donc on voit cette tendance, et on n'a pas envie, évidemment, que l'affaire Assange étant symbolique, quelque part, on donne un signal à échelle mondiale, alors que les gens qui révèlent des choses qui déplaisent au gouvernement, on peut les faire taire. Ce qui est sûr, c'est que ça donne un très mauvais signal. C'est d'autant plus grave dans ce cas-ci, je trouve, qu'il y a cette dimension d'extraterritorialité. Qui d'ailleurs a fait écrire à Laura Poitras, qui est cette journaliste qui avait fait le documentaire sur Edward Snowden, « Je serai la prochaine ». Et c'est un éditorial qui a fait sensation dans le New York Times. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est australien. Aucun des faits qu'il n'a commis ne s'est déroulé sur le territoire américain. Et ça voudrait dire qu'en théorie, en plus de la persécution de la difficulté croissante du travail de journaliste en général, les États-Unis pourraient désormais demander un mandat d'arrêt et un mandat une extradition à n'importe quel pays sur lequel se trouverait Ricardo Gutiérrez, un journaliste, une journaliste, qui est en train d'investiguer sur les États-Unis. Donc, hop, et direction États-Unis, 175 ans de prison, dans une prison de haute sécurité. C'est ça qui est effrayant. Et tout ça venant d'un pays qui, en principe, est une démocratie, avec un système judiciaire qui fonctionne, dont le premier amendement, quand même, protège... Donc c'est une épée de Damoclès incroyable sur tous les journalistes au monde, en fait. Parce qu'on ne doit pas citer d'autres régimes, on les a tous en tête, mais ça donne un signal, évidemment, qui est plus que dangereux, quoi. Et Julian Assange lui-même s'est questionné sur la raison... Ce premier amendement qui protège la liberté d'expression, parmi lesquelles la liberté de religion, le droit à l'information, la liberté de la presse, etc., c'est le premier, il est capital, il est consubstantiel à l'idée même de la démocratie, de la plus grande démocratie du monde. Et Julian Assange lui-même s'est demandé, mais qu'est-ce qui fait que c'est enfreint de manière aussi violente, aussi flagrante, aussi... Et l'hypothèse qu'il avait était qu'il forme, c'est que on a eu besoin de brandir ce premier amendement pendant toute la guerre froide pour faire la différence avec les pays totalitaires, les pays de l'Est, etc. Et qu'avec l'effondrement du mur, il y a une forme de... Ils sont beaucoup plus décomplexés et que, c'est beaucoup moins sacralisé que ça a pu l'être par le passé. C'est l'hypothèse qu'il avait formée. Mais c'est vrai que ça reste quand même troublant que ce soit cette nation-là, précisément, qui persécute comme cela un journaliste. Et alors, il y a une question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, mais peut-être d'abord aux journalistes ou à l'ancien journaliste. Est-ce que, Wikileaks, on sait, pousse la question de la transparence très très loin, on l'a dit tout à l'heure, on a dit pourquoi aussi en termes de philosophie. Est-ce que tout est bon à publier ? Est-ce que toute information qu'un journaliste obtient, d'une manière ou d'une autre, est toujours bonne à publier par principe, ou est-ce qu'il y a quand même un filtre à mettre quelque part ? Est-ce que c'est de la responsabilité individuelle de chaque journaliste ou de chaque rédaction, ou est-ce qu'il y a quand même des standards qui peuvent s'appliquer
à tout le monde. Qu'un filtre, il y a des balises. Et ces balises, c'est le code de déontologie professionnelle qui existe à échelle mondiale d'abord. Hein. Il y a la charte éthique de la Fédération internationale des journalistes, mais qui est déclinée dans la plupart des États du monde par des codes nationaux. Et donc le journaliste est censé observer toute une série de préceptes éthiques. Hein. Le premier d'entre eux, là, généralement le premier article de ces codes, c'est le respect de la vérité. Donc le journaliste est censé rechercher et transmettre la vérité, ou s'approcher de la vérité. Mais il y a aussi d'autres préceptes, comme éviter toute discrimination, par exemple, par la manière dont on traite l'information. Et donc voilà, ces balises éthiques, en fait, c'est le filtre qui fait qu'un journaliste publie ou pas certaines informations dans l'intérêt public. Il y a toujours aussi cette notion de le but du journaliste n'est pas nécessairement de faire du tort ou du bien à quelqu'un, mais d'alimenter le débat public. Et donc de traiter, de diffuser des informations qui sont d'intérêt public, pas celles qui sont purement voyeuristes, où là on entrerait dans l'exploitation de la vie privée des personnes, etc., dans un but qui n'a pas d'intérêt public, en fait. Hein. Donc c'est ce qui fait la distinction. Donc le filtre, ce sont ces balises éthiques, ce code de déontologie que, par nature, tout journaliste doit respecter. Et quand il ne respecte pas, d'ailleurs, dans la plupart des États, on a des instances qui sont des instances d'autorégulation journalistique. Hein. En Belgique, le Conseil de déontologie journalistique, qui régulièrement, tous les mois, sanctionne moralement. Hein. Ce n'est pas une sanction, je dirais, pécuniaire, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de retrait de carte de presse, mais quand même, on livre à la vindicte le fait que tel et tel journaliste de tel et tel média n'a pas respecté la déontologie parce qu'il a violé tel ou tel article du code. Et donc voilà, ce code, ces balises éthiques sont ce qui permet aux journalistes, et souvent ça alimente d'ailleurs je veux dire, le code ne permet pas de dresser une liste de ce qui est publiable ou ne l'est pas. En fait, le code permet aux journalistes de débattre, souvent en interne, de l'intérêt de publier l'intérêt général. Est-ce que c'est d'intérêt général? Est-ce que, en publiant telle information, on va nuire à telle personne, mais en même temps... et donc ce débat interne permet justement on est dans le gris, en fait. Hein, dans un code de déontologie, on n'a pas souvent une réponse qui soit catégorique, mais ces codes souvent permettent au débat interne de se mener dans l'intérêt du public, dans l'intérêt aussi tout en respectant des balises comme celles qui sont le respect de la vie privée, etc. Mais donc toujours mettre en balance l'intérêt de révéler une information et le tort que peut éventuellement causer la révélation de telle information. Donc on sait qu'il y a toujours une pression au scoop et que donc il est très difficile pour les journalistes de ne pas... Alors c'est pour ça qu'il y a ces instances, c'est pour ça que... Mais du coup, ça donne aussi la possibilité que différentes rédactions aient des standards différents ou pas forcément les mêmes... Alors le code s'applique quel que soit le média. Oui, mais après, pas forcément les mêmes choix, parce qu'on est dans des zones grises, comme vous dites. Un autre filtre, pour utiliser ce terme-là, c'est la politique éditoriale. Il y a des médias qui sont plus populaires, d'autres qui sont plus qualitatifs. Tout ça fait partie du pluralisme des médias, en quelque sorte. Hein. Les lecteurs ont le choix, et c'est vrai que... mais les balises éthiques, elles sont les mêmes pour tous. Je veux dire, qu'on travaille dans un journal populaire ou dans un journal de qualité, un média de qualité, peu importe, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent à tous les journalistes. Et donc ces mêmes règles elles doivent permettre aux journalistes de voir qu'est-ce qui est publiable, qu'est-ce qui ne l'est pas. On pèse toujours le pour et le contre d'une publication, souvent dans le cadre d'un débat interne, donc à plusieurs, avec sa hiérarchie, avec ses collègues. Et ça permet donc ce travail de décantation en fait, de l'information, mais toujours avec la visée de servir l'intérêt public quand même. C'est ça qui est la priorité pour les journalistes, servir l'intérêt public et le débat public, nourrir le débat public. C'est important, en jouant un rôle aussi de contre-pouvoir qui malheureusement a été diminué ces dernières années parce que toutes les rédactions ont perdu de leur capacité à agir, ne serait-ce que par la crise du secteur qui fait que les rédactions ont perdu en une vingtaine d'années 40% de leurs effectifs. Et donc
Quand on perd 40% de son effectif, on perd 40% de sa puissance de tir aussi en tant que contre-pouvoir. C'est sûr. Voilà, toutes ces balises-là existent, elles varient d'un média à l'autre pour ce qui est de la politique éditoriale, mais elles sont communes à tous pour ce qui est des principes éthiques généraux. D'accord. Et donc Pascal Vielle, sur Wikileaks justement, est-ce qu'il est faux de dire que son standard est assez bas et donc il est prêt à publier vraiment beaucoup, ou bien est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce que vous sentez une réflexion derrière aussi? C'est intéressant parce que dans tout ce qu'a dit Ricardo, je reconnais réellement le travail de Wikileaks, c'est-à-dire il y a une ligne éditoriale qui est divulguer les secrets d'État. Protéger les petits, les secrets des petits, divulguer les secrets des grands, et en tout cas de considérer que tout ce que les États veulent cacher est d'intérêt public et d'intérêt citoyen. Donc c'est lié à une certaine conception de la démocratie, on peut y souscrire ou pas, mais ce n'est pas que le standard est haut ou bas, c'est ça la ligne éditoriale. Et ils trient leurs informations en fonction de ce standard éditorial-là. Pour le reste, tout est exactement comme tu l'as décrit. La difficulté particulière quand on s'attaque aux États, ce sont les informations. Et c'est là que les principes sont à l'épreuve des faits, que c'est compliqué, hein, évidemment. C'est qu'ils tombent tout le temps sur des informations dites classifiées, c'est-à-dire des informations que les États interdisent à leur propre personnel de divulguer. Hein, parce qu'ils estiment... Des informations qu'il n'est pas censé avoir. Voilà, en fait, hein, oui. Exactement. Alors pourquoi? Parce qu'elles concernent des stratégies de guerre, parce qu'elles peuvent concerner des stratégies diplomatiques, que sais-je, ou des secrets, des vilains petits secrets qu'on n'a pas envie de dévoiler, il y a beaucoup de ça aussi. Et c'est là, en fait, que Wikileaks va se faire attaquer, parce que c'est vraiment sur ces informations-là qu'au bout d'un moment, ils vont commencer à se concentrer. Alors, le problème aujourd'hui, et moi, là, comme citoyenne qui veut avoir un accès à l'information, ça me perturbe énormément, c'est que les États ont tendance à classifier de plus en plus d'informations. Et je donne un exemple vraiment emblématique. Toute l'opération turquoise au Rwanda, hein, en France, qui est une opération humanitaire, avec 25 guillemets, mais il n'y a pas de raison que les documents qui concernent une opération dite humanitaire soient classifiés. Elle est entièrement secret défense, classifiée, personne n'y a accès. Et ce n'est que tout récemment que des chercheurs français, dans des conditions très strictes, ont accès à ces informations. Et qu'enfin, on sait, on apprend, on découvre. Nous, les Belges, on savait, mais en France, ils avaient un récit complètement construit différent, que les Français apprennent ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas du tout normal qu'on ait. Donc ça pose, c'est des vraies questions. Et je trouve que savoir ce qu'on peut révéler ou pas des stratégies d'un État, je trouve ça quand même compliqué, en fait. Je ne sais pas comment font les journalistes. Hein. Je vous interromps parce qu'il y a juste des questions des personnes qui nous écoutent. Sur la définition de l'intérêt général, l'intérêt public, est-ce que c'est une notion juridique, éthique, déontologique? Ça, j'ai l'impression qu'on y a déjà un peu répondu. Mais il y a une autre question qui dit que beaucoup de révélations se font aujourd'hui par des citoyens ou des citoyennes via les réseaux sociaux. Prends l'exemple des violences policières. Est-ce que les règles qui s'appliquent à ces citoyens sur les réseaux sont les mêmes en termes, j'imagine, d'intérêt général ou de déontologie pour publier certaines informations? Alors ça dépend évidemment d'un pays à l'autre, mais en Belgique, on a l'avantage d'avoir une loi sur la protection des sources journalistiques qui est très solide, qui est très protectrice en fait, et qui ne s'applique pas qu'aux journalistes. De nouveau, le citoyen qui fait œuvre de journalisme, un blogueur par exemple, qui publierait sur son blog des informations qui pourraient être jugées d'intérêt public, etc., il est protégé aussi par cette loi de 2005 sur la protection des sources journalistiques, qui est un standard vraiment très important. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un des tout premiers arrêts qui portait sur la protection des sources, en 1996, a parlé de cette protection des sources comme une des pierres angulaires de la démocratie. Donc l'arrêt expliquait à quel point c'était important qu'un journaliste ou qu'un citoyen qui fait office de journaliste, qui exerce quelque part la fonction d'un journaliste, eh bien, il doit pouvoir protéger ses sources, parce que sans ça, voilà. Et il y a cette double tendance, hein, donc les États qui augmentent la sphère du secret, hein, et qui en même temps voudraient restreindre la capacité de ceux qui cherchent à dévoiler les secrets à les révéler, quoi, hein, donc c'est...
assez paradoxal. Une autre question, on sait que les États ne se sont pas bousculés pour venir au secours d'Assange, hein, les Anglais en particulier, les Suédois pas vraiment non plus. Il a même demandé l'asile en France, si je ne me trompe pas, ce qui a été rejeté d'un revers de main par François Hollande, qui était président de l'époque. Et donc on a une question sur comment est-ce que la Belgique s'est positionnée sur l'affaire Assange. Est-ce qu'elle a une position tout court? Alors, elle n'a pas de position en tant que telle. Les mouvements citoyens qui se sont intéressés à Assange et à sa cause ont demandé à plusieurs reprises que la Belgique accorde à Julian Assange une forme de protection. L'asile même, c'est compliqué parce qu'il faudrait qu'il le demande. Il ne l'a pas demandé, d'abord. Mais dire « j'accorde une protection », ça veut dire à l'Angleterre, aux États-Unis, vous agissez sous le regard des nations du monde. Hein. Et donc, par exemple, ça veut dire éventuellement demander d'envoyer des observateurs à son procès. L'Allemagne a envoyé des parlementaires à son procès, mais c'est très important. C'est des choses qui sont essentielles. La Belgique n'est pas allée jusque-là. Et alors, on a demandé à la région bruxelloise de lui accorder un statut un peu particulier d'accueil, qu'elle a justement accordé à d'autres activistes des droits de l'homme cette année. Et elle a répondu favorablement en disant que dès l'année prochaine, c'était envisageable, bon, pas cette année, il y en a déjà eu 2, etc., mais que voilà. Et cet accueil pourrait prendre différentes formes matérielles. Par exemple, la Suisse est dans une procédure pour lui octroyer une sorte de visa humanitaire qui lui permettrait, à sa sortie de prison, de se faire soigner en Suisse, dans une clinique suisse. Donc chaque pays peut déterminer la forme que pourrait prendre finalement ce soutien, mais l'important c'est de l'énoncer publiquement parce que ça a une valeur symbolique. Et de résister aux pressions du gouvernement américain. Exactement. Ok. Alors, si on revient sur Julian Assange, justement, avant de passer à la question des lanceurs d'alerte, parce que je vois que l'heure avance, comment est-ce qu'il va fondamentalement? Parce que là, on l'a dit, hein, il a enchaîné 7 ans de détention dans l'ambassade et puis 3 ans. Donc, on est à 10 ans là, de détention, dont cette dernière année, en tout cas, dans un régime extrêmement dur, strict, que même, vous l'avez mentionné, mais le rapporteur spécial des Nations Unies, je l'ai noté, Nils Melzer a écrit que ces droits ont été systématiquement bafoués à tous les stades de la procédure. En 20 ans de travail avec des victimes de guerre, de violences et de persécutions politiques, il n'a jamais vu un groupe d'États démocratiques s'unir pour isoler, diaboliser, maltraiter délibérément un seul individu depuis si longtemps et avec si peu de respect pour la dignité humaine et l'état de droit. Quoi. C'est bien que vous la lisiez, je l'ai ici, je m'apprêtais à la lire aussi parce que c'est très fort. Mais donc comment il va, lui, quelles nouvelles on peut avoir de son état de santé? Ce qu'on sait avec certitude, c'est que, parce que des médecins l'ont constaté, son état de santé mentale et physique est très dégradé. Et santé mentale, c'est lié à l'isolement extrême dans lequel il a été tenu depuis si longtemps, isolement qui fait qu'il n'a même pas pu préparer correctement sa défense et rencontrer ses avocats, ce qui est un des motifs d'ailleurs qui permettrait, le cas échéant, de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme si une décision lui était défavorable en appel. Ça, c'est sa santé mentale. Sa santé physique aussi est très dégradé et il faut savoir qu'il est passé un peu par miracle, et peut-être c'est la contrepartie de son isolement, à travers l'épidémie de Covid qui a sévi de manière très très virulente en Angleterre et particulièrement de manière virulente dans la prison, au point que des camarades de prison ont demandé sa libération, sachant qu'il était très vulnérable. Mais le gouvernement a été intraitable. On sait maintenant qu'il a une compagne et 2 petits-enfants en bas âge qui étaient prêts à l'accueillir avec un bracelet électronique, etc. Et bon, il n'y a rien eu à faire, quoi. Donc oui, il est en très mauvaise santé et sa vie reste en danger aujourd'hui. Et ce qui est un peu ironique, parce qu'un des motifs principaux du refus d'extradition, c'était justement le risque de mauvais traitement aux États-Unis, alors qu'il n'est sans doute pas mieux traité en Angleterre. Alors, qu'il ne soit pas mieux traité, c'est assez fou à dire, mais je croyais que c'était la preuve du pire, mais en réalité, il semblerait que ce soit encore pire aux États-Unis, parce que quand on est suicidaire aux États-Unis, non seulement vous êtes à l'isolement complet, mais on vous enchaîne, pour être sûr que vous ne portiez pas atteinte à vos jours. Donc là, vraiment, je pense qu'on atteint le maximum de la torture. Donc voilà, il y aurait encore pire qu'à Belmarsh dans le régime de prison qui l'attendrait aux États-Unis. Et alors, 2 questions encore sur cet aspect-là. Oui. Est-ce qu'on a déjà une date du procès en appel, puisqu'il est en appel? Non, pas encore. On n'a pas de date. Mais ça devrait venir dans les prochains mois, j'imagine. Les informations sont contradictoires, et on parle de plusieurs mois.
Voilà. Alors, il y a une information tout de même importante. Au départ, c'est évidemment les États-Unis qui font appel contre la décision de première instance. La décision de première instance, c'est affligeant, a donné raison aux États-Unis sur toute la ligne. C'est-à-dire, oui, c'est un espion, oui, en première apparence, hein, parce qu'elle ne va pas loin dans les faits. Et n'a reconnu la non-extradition que sur le motif que sa santé était trop précaire. Mais bon, le résultat était là, c'était une décision négative. Et juste, alors la décision, la juge avait sur soi à statuer en attendant le résultat des élections américaines, ce que je trouve déjà incroyable. Ce n'est pas du tout un procès politique, mais elle a dit on va attendre le résultat des élections. Il se fait que c'est Biden qui est élu, et nous espérions réellement que ça allait changer et que Biden allait abandonner les poursuites. C'est ma deuxième question. Et donc, est-ce qu'on a une indication dans un sens ou dans un autre? Et Biden a annoncé qu'il maintenait les poursuites. Et évidemment, c'est eux qui font appel, donc ils font appel pour dire que finalement le régime carcéral est assez chouette et que ça va très bien se passer. Donc c'est un peu tellement du fait qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et là, il semblerait actuellement que ce qui est à l'étude, c'est que la défense d'Assange demande ce qu'on appelle un appel croisé, c'est-à-dire qu'on revoit absolument tous les autres arguments qui lui ont été défavorables en première instance. Ce n'est pas encore certain, mais c'est là qu'on est, et ce qui voudrait dire que cet appel pourrait durer très longtemps, mais aussi que les auditions vont être absolument passionnantes et déterminantes, qu'il faudra absolument suivre ça. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui. Ce qui lui garantit encore quelques mois en prison. Malheureusement pour lui, oui. D'accord. Je voudrais peut-être qu'on passe maintenant à la question des lanceurs d'alerte, peut-être en me tournant vers vous, Ricardo. Peut-être préciser ce qu'est d'abord un lanceur d'alerte, par exemple, par rapport à un journaliste. Alors, ça se recoupe à certains endroits, mais la posture n'est pas tout à fait la même. Et d'ailleurs, certains lanceurs d'alerte ont travaillé avec des journalistes, comme Snowden, dont on a parlé tout à l'heure. Il ne se définit pas comme journaliste, mais il a travaillé avec des journalistes. Et est-ce que certains journalistes sont des lanceurs d'alerte, finalement, ou pas? Ce sont deux rôles différents, je dirais. Le lanceur d'alerte, par la fonction qu'il exerce dans une organisation, dans une entreprise, a accès à des documents, des informations qui peuvent révéler des faits illégaux, illicites, choquants, et qui, à un moment donné, souvent par sursaut moral, se dit « je dois révéler ça ». Je ne peux pas le faire sans subir des représailles de mon employeur, par exemple. Et donc, je vais contacter un journaliste pour que lui, bénéficiant de cette protection des sources, puisse révéler l'information sans que la personne qui est à la source soit identifiée. Voilà, c'était le cas par exemple dans l'affaire LuxLeaks, où ce sont un ancien employé de PricewaterhouseCoopers, Antoine Deltour, et un employé qui était toujours en fonction, Raphaël Allais, ont révélé au journaliste Édouard Perrin une série d'accords fiscaux particulièrement privilégiés pour une série de grosses multinationales pas qui étaient illégaux, établies. Mais moralement voilà, condamnables. moralement, donc. Et Deltour expliquait très bien, j'ai suivi son procès à Luxembourg. Il était inculpé pour toute une série de charges, notamment vol informatique, etc. Il expliquait très bien comment il avait ruminé il a révélé ces faits 1 an après avoir quitté PricewaterhouseCoopers. Donc il n'était plus du tout... il n'avait aucune intention mercantile, il n'a pas vendu ces informations. Mais ces informations le rongeaient depuis 1 an. Et c'est seulement 1 an après qu'il s'est dit « il faut que je les révèle ». Donc souvent, il y a ce sursaut moral, comme je disais, qui fait qu'une personne, qu'elle soit toujours employée ou ex-employée d'une organisation, ça peut être une association, une organisation internationale, une entreprise, à un moment donné se dit « je vais révéler quelque chose ». Comme citoyen, je dirais que c'est plus un réflexe citoyen, en fait. Alors que le journaliste, lui, il est plus dans un réflexe professionnel de traiter une information et dans ce cas-ci, de protéger sa source, faire en sorte que ce lanceur d'alerte... Alors, l'histoire a prouvé que beaucoup de... Un lanceur d'alerte peut ou ne pas passer par un journaliste, il peut divulguer en direct ou bien choisir de passer par un journaliste. Alors, si on s'en tient à la directive européenne qui protège maintenant ces lanceurs d'alerte et qui fait en sorte que, effectivement, chaque État européen, maintenant chaque État membre, en tout cas de l'Union européenne, doit intégrer dans sa législation nationale cette protection. Les premières versions de cette directive étaient très restrictives
et exigeait que pour que le lanceur d'alerte bénéficie d'une protection, il révèle d'abord les faits en interne, c'est-à-dire au sein de sa propre organisation, c'est-à-dire aller trouver la direction, par exemple, de son entreprise, sa hiérarchie, etc. En deuxième recours, il devait signaler les faits aux autorités compétentes, c'est-à-dire à la justice ou à la police, et seulement en dernier recours à la presse. Et donc la première version de cette directive était très restrictive parce qu'il fallait qu'il ait suivi ces 3 étapes pour être protégé. Donc celui qui révélait directement à la presse, comme l'ont fait Antoine Deltour et Raphaël Halet dans l'affaire LuxLeaks, eh bien, n'aurait pas été protégé. Alors, heureusement, le Parlement européen n'a pas du tout défendu cette option-là. Et la dernière version de la directive, celle qui a été approuvée et qui maintenant est en phase de transposition au droit national, autorise les 2 voies de manière parallèle en quelque sorte. Alors, on va peut-être un tout petit peu rétropédaler juste pour dire pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin d'une directive. Alors parce qu'il y avait des cas de condamnation en fait. Voilà. Raphaël Halet a été condamné, Antoine Deltour dans l'affaire. Et pas de régime de protection uniforme. Pas de régime de protection du tout. Dans la plupart des pays, il n'y avait pas de législation qui protégeait les lanceurs d'alerte. Et donc une série de condamnations de citoyens finalement qui avaient eu une attitude purement citoyenne et de bonne volonté et qui avait fait ces révélations dans l'intérêt public, se voyaient condamnés pour vol, pour diffusion, violation du secret d'affaires, enfin toute une série de... Et donc il y a une prise de conscience à un moment donné du législateur dans certains pays et au niveau européen qu'il fallait protéger ces personnes qui n'agissaient pas, je dirais, qui agissaient pour le bien public en quelque sorte. Donc c'était assez paradoxal de l'intérêt général ou de l'intérêt public. Quoi. Exact. Mais ça a été très dur. On a eu une campagne, on a organisé ce lobbying en partenariat avec des organisations comme Transparency International et d'autres, les organisations syndicales, la Confédération européenne des syndicats a également fait partie de ce lobbying, parce que les toutes premières versions de cette directive, de ce nouveau standard européen de protection, en fait, c'était presque une directive de protection des entreprises et des organisations, plus que la protection du lanceur d'alerte. On a vraiment dû infléchir, et je dois dire que le Parlement européen a beaucoup aidé, mais des États comme la France et l'Allemagne, par exemple, étaient très hostiles à une protection large. Les toutes premières versions aussi limitaient le spectre des affaires qui donnaient lieu à une protection aux sujets purement européens. Donc, subside européen. Une fraude au subside européen, vous pouvez la dénoncer. Par contre, une fraude au subside belge, alors là, vous n'avez pas de protection. Et la Belgique, avant qu'on nous pose la question, comment elle se positionnait là-dedans ? Je pense qu'elle était assez ouverte à une protection. Je veux dire, moi, je n'ai pas fait partie du lobbying, je dirais, serré, en tout cas rapproché avec les représentants des États, parce qu'on a eu un lobbying à l'égard du Parlement européen, mais aussi des délégations nationales au niveau de l'Union européenne. Et je ne pense pas en tout cas que la Belgique, l'Allemagne et la France étaient les plus durs à convaincre en tout cas. Et donc on a cette directive qui est adoptée en 2019. Il y a 2 ans, décembre 2019. Qui doit être transposée, donc à la différence d'un règlement européen, une directive, elle doit être transposée dans les différents États, les régimes juridiques des États membres. Donc la Belgique doit le faire pour la fin de cette année, la fin de pour décembre, voilà, pour 2021. Décembre, la Belgique et les 26 autres États de l'Union européenne doivent avoir adopté des législations nationales qui protègent les lanceurs d'alerte. Alors qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans cette directive ? Alors ce qui nous paraît inquiétant en tout cas. Ou inquiétant, mais intéressant aussi, pas que inquiétant, j'espère. D'abord, ce qui est intéressant, ce qui est positif, c'est que la dernière version de la directive, celle qui constitue le standard à minima, qui doit être transposé dans les États, est beaucoup plus large, beaucoup plus protectrice que ne l'étaient les textes initiaux de la Commission européenne. Après une procédure de trilogue, on appelle ça le trilogue européen, c'est des négociations entre le Parlement, les États et la Commission européenne. Donc un texte qui n'est pas aussi abouti qu'on l'aurait souhaité, nous journalistes par exemple, on aurait souhaité un texte qui soit davantage protecteur, mais enfin, c'est pas trop mal. Maintenant, chaque État peut faire plus, c'est-à-dire que l'Union européenne, par sa directive, fixe un standard minimum, mais rien n'empêche la Belgique d'être plus protectrice. Elle ne peut pas être moins protectrice
que ce que prévoit la directive, mais elle peut donner par exemple la possibilité aux lanceurs d'alerte d'aller directement à la presse. Et il n'y a plus cette idée, sans passer par des étapes. Autre notion qui est intéressante, dans la directive, on parle de protéger aussi les facilitateurs du travail du lanceur d'alerte, donc des personnes connexes. Nous, évidemment, journalistes, on considère que le journaliste est un facilitateur, puisqu'il aide le lanceur d'alerte à médiatiser l'information. Mais la directive ne cite pas les journalistes. Donc ce qu'on demande, évidemment, c'est que chaque État dise que parmi les personnes qui doivent être protégées, il y a le lanceur d'alerte, mais les facilitateurs, et que parmi ces facilitateurs, il y a évidemment les journalistes. Et donc il faut inclure, il faut que la législation nationale désigne les journalistes comme étant partie de ces facilitateurs désignés de manière un peu vague, pas très vague, puisque la directive européenne ne dit pas qui sont ces facilitateurs. On laisse la liberté à chaque État d'interpréter le terme, quoi. Et notre interprétation, nous journalistes, c'est que les journalistes doivent être considérés comme des facilitateurs et que donc les lois nationales qui transposent ces directives doivent mentionner les journalistes. Le journaliste doit aussi être protégé. On ne doit pas accuser le journaliste de vol, comme ça a été le cas pour Édouard Perrin dans l'affaire LuxLeaks. Il était poursuivi pour vol. On considérait qu'il avait fait l'objet, en quelque sorte, bénéficié en quelque sorte d'un recel, quoi. Et Deltour avait volé des documents, et le journaliste était le receleur, quoi, en quelque sorte, de ces informations. Donc voilà, il y a du travail à faire. Alors, ce qui nous inquiète, je disais qu'il y avait des aspects inquiétants, c'est qu'on a évidemment demandé à toutes les organisations de journalistes en Europe de demander à accompagner ce travail de transposition de la loi, parce qu'on a des revendications à porter. Et pour prendre le cas de la Belgique, par exemple, j'ai vérifié hier auprès de mes deux affiliés belges, qui sont l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, et la VVI, donc le pendant flamand, et aucune des deux organisations n'a encore été consultée par le ministère de la Justice ou en tout cas des organes de l'État qui sont chargés aujourd'hui, le gouvernement en tout cas est chargé de transposer cette directive. On est à quelques mois maintenant de la date à laquelle la loi doit entrer en vigueur en Belgique, et les organisations de journalistes n'ont toujours pas été consultées sur cette transposition. Ceci dit, ce ne serait pas la première fois que la Belgique est en retard de transposition d'une directive européenne, mais bon, il faudra y être attentif, et je sais que la Fédération des journalistes y sera attentive. Peut-être pour revenir sur le cas de Assange, j'avais envie de vous poser cette question, Pascal, parce qu'a priori, on a dit que ce n'est pas votre domaine d'expertise, premier. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser au cas de Julian en particulier ? Donc, mes préoccupations premières, c'est vraiment les études de genre et la justice sociale en général. Et en fait, les événements récents et la lutte contre le terrorisme, et puis la pandémie encore plus, les enjeux environnementaux aussi, m'ont fait prendre conscience de manière extrêmement profonde que les causes qui m'importaient, sur lesquelles je m'étais spécialisée, dans lesquelles je m'étais engagée, je n'avais plus aucun instrument si les libertés démocratiques, les droits et libertés démocratiques premières de la première génération n'étaient pas parfaitement respectés, et en particulier l'accès et le droit à l'information. Et que donc, si ça, c'est un château de sable, quoi. Enfin, donc tout s'effondre, en fait. C'est ça que dit l'affaire Assange aujourd'hui ? Pour moi, oui, en fait, réellement. Julian Assange incarne, alors on peut ne pas l'aimer, on peut le trouver antipathique, mais il incarne une cause qui aujourd'hui est fondamentale pour l'avenir de nos démocraties et pour tous les gens qui se battent pour d'autres causes, qu'elles soient environnementales, sociales. Voilà, je pense que laisser passer ça, c'est vraiment une catastrophe. Et il est un peu midi moins une, là. Donc, je crois que et les médias et les citoyens doivent vraiment se mobiliser. On voit quand même que quand le combat, que quand tout le monde se mobilise, ça a une influence. C'est un procès politique. Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, et que donc ça, qui en plus s'inscrit dans un post-Brexit où l'Angleterre est encline à faire allégeance aux États-Unis, évidemment, et a perdu un peu des incitants à se ranger du côté européen. Donc il est vraiment important que les citoyens mettent toute leur
et les médias. C'est un message important parce que on n'est pas là pour défendre Assange, ni les journalistes. Je crois que c'est important de rappeler aux citoyens que la liberté de la presse, c'est la liberté du citoyen d'accéder à l'information. C'est ça qu'on défend à travers cette affaire. Et je pense qu'ici, les États-Unis, et toute une série d'États affidés, proches en tout cas, c'est ça qu'ils attaquent en fait. C'est la liberté du citoyen à accéder à l'information, et à une information capitale, qui n'avait pas été jusqu'à présent révélée de manière aussi factuelle et aussi solide. Et c'est ça qui est en danger, et c'est pour ça, comme le dit si bien Pascal, que ça exige la mobilisation de tous les citoyens, des médias, en tant que représentants du débat public, ou porteurs en tout cas du débat public. C'est vraiment ça qui est en cause, et c'est pour ça que ça exige une mobilisation citoyenne large. Mais alors justement, c'est une des questions qui vient d'arriver. Quelqu'un demande, mais comment est-ce qu'on peut agir collectivement aujourd'hui en Belgique pour protéger Assange, peut-être au sein du collectif ou ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui? Il y a plein de manières de le faire. D'abord, il y a d'abord 2 organisations très actives en Belgique qui sont le comité Free Assange Belgium, qui organise des manifestations chaque semaine, mais aussi des débats, enfin des tas de choses. Et il y a Belgium for Assange, dont je fais partie, et où sont très actifs des personnes comme Delphine Noëls ou Marc Molitor, qui est journaliste. Et nous avons, alors c'est important de le dire, nous avons en 34 épisodes qui se sont terminés le jour de l'audience, du prononcé du jugement en première instance, retracé la vie et l'œuvre, pour faire court, de Julian Assange. Et on peut retrouver ces 34 épisodes qui sont très pédagogiques. Il ne faut pas plus que 2 à 4 minutes par épisode pour comprendre quelque chose, très bien documenté. On les retrouve sur le site du journal en libre accès. Pour a vraiment ouvert ça. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent s'intéresser. Et nous faisons des séances de formation ou d'information sur justement tout ça, sur le procès, sur les... Donc là, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. Mobiliser, c'est parler à vos parlementaires, écrire à vos journaux en demandant la couverture du procès. Le procès n'a pratiquement pas été couvert en première instance par les journaux belges. Ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Enfin, là, je parle comme citoyenne, lectrice de journaux belges, mais non, quoi. Ça, vraiment, je veux que ça se retrouve dans mes quotidiens. Voilà. Je suis d'accord, hein, on a, nous... Comment est-ce qu'on explique cette couverture faible en Belgique de ce procès? On a été, nous, à la Fédération internationale des journalistes, jusqu'à organiser notre propre couverture. Donc, on a envoyé un collègue de la NUJ, du National Union of Journalists, donc du syndicat britannique des journalistes, qui a couvert toutes les audiences, et qui faisait des comptes rendus donc, après chaque audience. Et, alors, comment est-ce qu'on l'explique? Je pense, on en parlait tout à l'heure, qu'il y a chez beaucoup de journalistes une difficulté à défendre la liberté de la presse comme ils défendraient d'autres libertés publiques. Il y a peut-être paradoxal, non ? Oui, il y a peut-être ce sentiment qu'on abuserait de notre facilité d'accès aux médias pour défendre nos propres privilèges de journalistes. Suspecté de corporatisme ou quelque chose comme ça. Peut-être. Je sens, en tout cas comme responsable d'une organisation représentative de la profession, vous croyez bien que j'ai beaucoup de mal, moi, parfois, à faire passer ce message de défense de la liberté de la presse. On est dans une situation catastrophique en Europe. Partout, on n'a jamais eu autant de violations de la liberté de la presse. On a un outil maintenant, la plateforme du Conseil de l'Europe pour la protection du journalisme, qui permet d'enregistrer les violations graves de la liberté de la presse partout en Europe, hein, dans les 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Et on voit les chiffres qui grimpent d'année en année. Vous savez, on a eu 30 assassinats de journalistes en Europe ces 6 dernières années, dont 15 dans les pays de l'Union européenne. 15 assassinats de journalistes dans les pays membres de l'Union européenne ces 6 dernières années. C'est invraisemblable. Ça devrait susciter une mobilisation professionnelle, mais aussi citoyenne. Non. Et on ne couvre pas le procès, on ne couvre pas comme on devrait couvrir le procès Assange. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, c'est le procès du début de ce 21e siècle, c'est l'affaire Dreyfus du début du 21e siècle. Clairement. Je trouve qu'il faut couvrir ce procès. Donc moi, ça, c'est un appel que je lance comme citoyenne. Espérons en tout cas que le procès en appel soit davantage voilà, absolument. Il sera passionnant.
croyez bien que du côté des organisations de journalistes, nous, on attend que ça, en fait, qu'il y ait davantage d'écho, parce que ce procès, comme le dit si bien Pascal, est symbolique d'une tendance générale dont on souffre tous, nous, journalistes. Et on a l'impression qu'on ne saisit pas le symbole, ou il y a du travail à faire, et en tout cas, j'espère que mes consoeurs et confrères porteront plus d'attention au procès en appel qu'ils n'ont porté au procès de première instance. Je pense qu'on peut tout doucement arriver au terme de la discussion sur cet appel justement à suivre les évolutions, les tribulations de ce procès sans fin, puisqu'il est toujours détenu sans avoir été condamné, hein, on le rappelle. Je pense qu'on sera beaucoup à suivre l'évolution, je l'espère en tout cas que les médias le feront. Je suis sûr aussi que Bruxelles Laïque, le Festival des Libertés et la Ligue continueront à le faire aussi, hein, puisqu'on poursuivra ce cycle sur les lanceurs d'alerte, on l'a déjà mentionné. Et il y a plusieurs festivals qui arrivent encore les prochaines années, donc on a certainement encore de belles discussions devant nous. Donc il me reste à vous remercier beaucoup pour la discussion de ce soir, tous les deux. Merci. Vous remercier à vous derrière vos écrans qui vous nous avez suivis, remercier Bruxelles Laïque, remercier Zine TV pour tout l'aspect technique impeccable derrière, et vous dire à bientôt, à une prochaine fois. Merci beaucoup.